Salam alaikum. Voilà, dans cette vidéo, c'est une série de vidéos sur les bases de dessin industriel. Pourquoi ces vidéos? Pour aider un petit peu les étudiants, surtout qui arrivent à la licence génie mécanique ou similaire et aussi aux premières années cycle ingénieur, mais qui n'avaient jamais fait de dessin industriel. Alors qu'à ce niveau, on doit aborder des concepts un peu plus complexes de la conception mécanique. Et aussi, donc, ça peut concerner tout débutant en dessin industriel. Voilà, les objectifs de ce premier cours, c'est de rappeler les règles de base de la projection orthogonale appliquée au dessin industriel. Nous partons de la projection orthogonale que vous connaissez en mathématiques et nous arrivons à son application au dessin industriel. Et par la suite, on va terminer par des exemples pratiques. Les manuels de référence recommandés, il y a le Chevalier, c'est-à-dire le guide de dessinateur industriel, il est très connu, celui-là. Il y a ce guide des sciences et technologies industrielles qui est un ouvrage, c'est-à-dire une vraie encyclopédie de construction mécanique. Ici, vous allez trouver un bref résumé plus les tables de normalisation. Mais ici, en plus des tables de normalisation, vous allez trouver des cours détaillés et des exercices. Et vous pouvez les télécharger. Ces versions sont téléchargeables gratuitement. Vous écrivez leur nom, leur titre sur Google. La projection orthogonale de segments de droite. Donc, pour faire une projection orthogonale, j'ai besoin tout d'abord d'un repère x, y. Ici, je vais travailler sur le plan. Je commence par le plus simple, un point. Et le point, c'est la dimension 0. C'est l'élément le plus simple qui constitue un solide. Un solide, c'est un ensemble de points. Lorsqu'ils sont reliés, ils vont donner soit des segments, soit des courbes. Un point en projection sur X, ça va donner un point. Sur Y, ça donne un point. Si je rejoins deux points linéairement, je vais obtenir un segment. Je commence par le segment parallèle à X, perpendiculaire à Y. Donc, la projection sur X, ça donne un segment identique. Sur Y, le segment sera réduit en un point. Donc, toute projection parallèlement à un axe ou à un plan conserve les dimensions et la forme. Toute projection perpendiculaire réduit l'élément d'une dimension. Ça, c'est un segment, c'est la dimension 1. Elle va se réduire en un point qui est la dimension 0. Je prends le deuxième cas d'un segment parallèle à Y perpendiculaire à X. Moi, je vais obtenir l'inverse. Un point sur X et un segment sur Y. Maintenant, je vais prendre un segment incliné, un segment quelconque, qui a un angle alpha avec X, par exemple. Ça va donner un segment suivant X et un segment suivant Y, mais il sera réduit du cosinus alpha suivant X et sera multiplié par sinus alpha suivant Y. Mémorisez bien que lorsque je trouve dans la projection deux segments comme ça veut dire que l'élément de base, l'élément projeté, il est incliné. Il n'est parallèle ni perpendiculaire à aucun des axes ou bien à aucun des plans, si je projette sur un plan. Je passe maintenant aux courbes. Donc la courbe régulière, c'est un arc de cercle. Je le projette suivant X, il va donner un segment, et suivant Y, ça va donner encore un segment. Je projette une courbe quelconque, suivant X, il donne toujours un segment, suivant Y, il donne toujours un segment. D'accord? Je passe maintenant à la projection de surface. Un rectangle, projeté suivant X, il va donner un segment. Donc, ce point et ce point seront confondus. Ils vont donner un point.
la même chose, ce segment il sera représenté par un point. Et ce segment, puisqu'il est parallèle à x, et celui-là parallèle à x, ils vont tous les deux donner un seul segment. Donc mémorisez bien avec moi que lorsqu'il s'agit donc d'une surface, voilà ce que je vais obtenir. C'est-à-dire un segment, normalement, il représente toute une surface. Et un point, généralement, il représente un segment qui est perpendiculaire à l'axe. Un cercle. Un cercle, il va donner donc un segment qui est égal au diamètre suivant x et un segment égal au diamètre, la même chose. Donc un cercle, il donne la même chose suivant x ou bien suivant y. Un segment qui est égal à son diamètre. Et si je prends un solide quelconque avec plusieurs, voilà ce que je vais obtenir. Donc c'est une surface de D. Lorsqu'il est projeté sur un axe, il va donner un élément à une seule dimension. Donc la projection, généralement, lorsque je projette perpendiculairement, je réduis d'une dimension. Et si je projette ça parallèlement à un plan qui est parallèle à x, y, il va donner la même chose. Je vais garder la même forme, je vais garder ici le cercle, et ici je garde le rectangle lorsque je projette parallèlement au plan x, y. Je passe maintenant à un solide. Un solide, si vous voyez, c'est un ensemble de segments, et ces segments ils sont constitués par des points, et ces segments, lorsqu'ils sont reliés, ils vont donner des surfaces. Et bien sûr, je vais donc appliquer ce que je viens de voir dans la projection orthogonale. Donc ce point et ce point il constitue ce segment. Lorsque je vais projeter donc ce segment perpendiculairement, ça va donner un point. Ce petit segment, lorsque je vais le projeter, il va donner un segment, celui-là. Et ce petit segment, la même chose, il va donner un autre segment, et ainsi de suite. Et je vais suivre, voilà, toute la face que je vois ici. Voilà, c'est une face qui est parallèle au plan de projection, donc qui va garder la même forme. Ça va pas. Les parties qui vont se réduire, ce segment, ce segment, ce segment, tous ces segments-là qui sont perpendiculaires au plan de projection, ils vont devenir des points. Ce point, ce point, ce point, et ainsi de suite. Le résultat obtenu, c'est cette face. D'accord? Voilà ce que j'obtiens par la projection orthogonale de cette face sur le plan. Maintenant, je vais projeter le même solide, mais cette fois-ci sur 3 plans. J'applique les mêmes règles. Je projette donc point par point, segment par segment, etc. Et voilà ce que je vais obtenir enfin. Sur la face, ce que j'ai appelé vue de face, ça va donner cette vue. Ce que j'ai appelé ici vue de gauche, c'est celle-là que j'ai projetée. Voilà ce qu'il me donne. Et ici. Et maintenant, j'introduis un petit peu les règles de dessin industriel. Tout ce que je vois, je le représente en trait continu fort. Et ce trait en trait interrompu, ou bien en trait discontinu fin, il représente ce que je ne vois pas. Parce que si je vois par là, il y a ce trait vertical, celui-là, qui descend de là jusqu'au là, que je ne vais pas voir à partir de là. C'est pour cela que je vais le représenter en trait interrompu fin. D'accord? Vous pouvez revenir au guide du dessinateur industriel pour voir donc les différents traits des dessins. Donc ça, toutes les parties que je ne vois pas, je les représente en trait interrompu fin. Donc par le dessus, voilà ce que je vais voir, tout ça, d'accord? Cette partie-là, je vais voir, et par la face, et voilà. Si maintenant je prends mon solide et je le mets à l'intérieur d'un cube transparent, d'accord? Et je vais projeter, par exemple, par des rayons laser, etc. Je peux imaginer tout moyen de projection. Et je vais projeter sur les différentes faces du cube que j'ai voilà, repéré par O, L, G, N, etc. Lorsque je vais ouvrir le cube, je vais obtenir toujours ma vue de face. Le LOGN, il va donner toujours la vue de gauche. Ici, j'aurai la vue de droite. Et ici, c'est la vue d'arrière, la vue de dessus et la vue de dessous. Ici, voilà, le cube, nous l'avons ouvert, d'accord, vers la droite. C'est-à-dire que la vue, ce que je vois
de la gauche, je le représente à droite. La vue de gauche, il est à droite. Ce que je vois de la droite, il sera à gauche. Ce que je vois du dessous sera au-dessus. Et ce que je vois du dessus, il sera au-dessous. Et ça, c'est la norme européenne. D'accord? En inverse, ce que je vois à droite, je le représente à gauche. Ce que je vois à gauche, je le représente à droite. C'est la disposition des vues. Voilà. Ici, le dessin industriel, il est géré par des normes. Ce n'est pas comme le dessin artistique. Un artiste, lorsqu'il donc dessine un tableau, il laisse à chacun interpréter le tableau comme il veut. D'accord? Par contre, le dessin industriel, lorsque vous dessinez un dessin industriel, il doit être interprété et compris et lu de la même façon par tout le monde. N'importe qui doit lire. Et ça, c'est le rôle de la normalisation. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici, j'ai le symbole de normalisation, c'est le symbole de la disposition des vues dans la norme européenne. J'ai un cône en vue, par exemple, ça c'est la vue de face, et ici j'ai la vue de gauche. Dans la vue de gauche, je vois le petit cercle, c'est celui-là, le petit cercle du cône, et le grand cercle du cône, il est derrière. Les deux sont en très fort, ça veut dire que je vois à partir de là. Si je trouve l'inverse, c'est la norme américaine. La norme américaine, elle présente la vue de gauche à gauche, la vue de droite à droite, la vue de dessus au-dessus, et ainsi de suite. Voilà, donc celui qui va lire, de la première chose, il va regarder le symbole, ça veut dire que je lis selon la norme européenne. Voilà, donc, et dans ce cas-là, je n'écris pas face, maintenant je l'écris, mais après, on ne va pas écrire. Sur les dessins, on n'écrit pas, ça j'ai vu de face, ça j'ai vu de gauche. On donne un dessin sans ces repères-là, et celui qui va lire, il va comprendre à partir de ce symbole de quelle vue il s'agit. Mais toujours, sachez que la vue de face, elle est toujours à l'intersection des vues. Et voilà, ce que je viens de dire, c'est la norme donc, européenne. Voilà toutes les vues. La vue de gauche, elle est placée donc à droite, droite à gauche, dessus au-dessous, dessous au-dessus. Et la vue d'arrière, je peux la mettre soit à gauche de la vue de droite ou bien à droite de la vue de gauche. La correspondance entre les vues. Voilà, lorsque je trace les vues, regardez, la vue de face, elle a la même dimension dans ce sens-là, avec, elles se correspondent verticalement avec la vue de dessus et la vue de dessous. Regardez, je dois avoir les trois vues au même niveau vertical. Au même niveau vertical. Et aussi, la vue de face avec la vue de gauche et la vue de droite, ils ont encore la même dimension C. Voilà, ils se correspondent ici horizontalement. D'accord? Cette dimension, c'est la même. D'accord? C'est la dimension Z. D'accord? D'accord? Si je considère celle-là la dimension X, celle-là la dimension Y, et la vue de dessous, il est avec les vues de gauche et les vues de droite, ils se correspondent selon Y. Donc ici, j'aurai la correspondance suivant X, correspondance, ici la correspondance suivant Z. Et je dois présenter mon dessin de cette façon-là. Voilà, les vues doivent se correspondre. Généralement, on a besoin de trois vues. On n'a pas besoin toujours de... Parce que les trois vues, elles représentent généralement n'importe quelle pièce prismatique. Il peut être présenté, sauf des cas exceptionnels, par trois vues. La vue de face, la vue par exemple, la vue de dessus, la vue de gauche, ou la vue de dessous et la vue de droite, et ainsi de suite. Pour faire la correspondance entre ces vues, c'est simple, mais pour faire la correspondance suivant Y, j'utilise ce qu'on appelle la droite à 45 degrés. Parce que là, j'ai la dimension Y, et ici aussi, j'ai la dimension Y. Donc, la tangente de cet angle-là, c'est égal à 1, donc c'est un angle à 45 degrés. Donc, toujours cette dimension, il est égal à cette dimension. Voilà. Donc, si je veux reporter cette dimension de là à là, je n'ai pas besoin de mesurer à la règle et de la reporter ici. J'ai besoin seulement de tracer les lignes de correspondance et j'aurai exactement la dimension et je fais monter l'élément qui correspond. D'accord? Donc, la correspondance, voilà cette partie, ça donne
un trait. Celui-là, il va donner ce trait. Ce point-là, ce segment-là, avec ce point-là, il va donner la projection, c'est la projection de ce trait. Je descends encore en bas, je vais avoir donc le troisième, le trait, et ainsi de suite. De là jusque là, donc il n'y a rien. Et la même chose ici, je vais donc faire descendre 1, 2, 3, 4, c'est celui-là, d'accord? Et lorsque je vais dans ce sens-là, il y a cette partie-là que je dois faire remonter ici. Et puisque je ne vais pas la voir, parce que je vois à partir de là, ça va donner donc un trait interrompu fin. Je passe maintenant aux exercices. Pour appliquer tout ça, je commence par un exercice où j'ai deux plans inclinés, l'intersection de deux plans inclinés. Voilà, j'ai un plan incliné sur la face, parce que ça, c'est la face. Ça, c'est la vue que je vois par ici. C'est la vue de droite. D'accord? C'est la vue de droite. Donc, cette partie, elle est derrière et ce plan, il est en avant. Donc, en avant, j'ai un plan incliné. En avant, j'ai un autre plan incliné de part et d'autre. Donc, ici, j'ai une intersection entre deux plans inclinés. Un plan dans ce sens et un plan sur la face. Donc, je trace la droite à 45 degrés et je mets les correspondances entre les vues. D'accord? Je mets les correspondances, donc je dois descendre tous les points que j'ai ici, verticalement. Et je vais descendre aussi ce point. Par la suite, je vais faire l'intersection. D'accord? Donc, ce segment, il est représenté normalement par ce point. D'accord? Ça veut dire de là à là, j'aurai un segment. Alors, de là à là, ce segment de là à là, c'est celui-là qui est de là à là. Et l'autre, de l'autre côté, donc j'aurai encore celui-là. Donc, lorsque je vais les joindre, voilà ce que ça donne. Et ce qu'il me reste, il me reste l'intersection de ce plan avec ce plan. Puisque les deux plans sont droits, donc j'ai besoin de deux points. J'ai besoin de ce point et ce point ici. Voilà. Ce point, c'est celui-là. D'accord? Et ce point-là, ou bien ce point que j'ai ici, voilà, c'est le même point, c'est celui-là et celui-là. Et voilà, j'ai terminé la pièce. Pour voir un aperçu 3D, voici donc votre pièce. Vous avez deux plans inclinés de part et d'autre, et vous avez un plan incliné ici. Ces deux intersections, ce sont ces deux traits que j'ai là. Maintenant, je vais passer à l'intersection d'un plan incliné avec une courbe. Donc la courbe, elle est, puisque c'est la vue de droite, elle est de l'autre côté. D'accord? Elle est derrière. Donc ce segment combiné à celui-là, ça va donner un carré ici. Un premier carré qui doit être normalement en bas, parce que la face, cette face-là, elle est ici. Donc la face, il est là. Donc le carré doit être quelque part ici. Donc je vais tracer à droite à 45 degrés. Je mets les correspondances. Et voilà. Le carré, je dois l'avoir à l'intersection de ce point avec celui-là. Et voilà. Il me reste cette partie. Donc ici, derrière, j'ai ici, de ce côté-là, j'ai la courbe, c'est la surface courbe. Et de ce côté-là, j'ai un plan incliné droit. Et puisque c'est une surface courbe, donc j'aurai besoin, pour aller de là à là, je veux de plusieurs points. Donc je vais prendre un point sur la courbe, je cherche son correspondant ici sur le segment. Je fais descendre, je cherche l'intersection, je prends un deuxième point, je cherche leur intersection. Maintenant, j'ai combien de points? J'ai 1, 2, 3, 4 points de la courbe. Voilà, je vais la tracer à partir seulement de ces 4 points. Plus vous prenez de points, plus la courbe elle est précise. Et voilà. Donc c'est la vue donc en 3D. Ce petit rectangle, c'est celui-là.
Ici, j'ai une partie qui est droite, mais là, j'ai un, un plan incliné, et de l'autre côté, j'ai une courbe. Ici, j'aurai, voilà, là, la courbe, si j'aurai l'intersection. Je passe maintenant à un exemple un peu plus compliqué, d'accord? Voilà, donc la première des choses, je dois interpréter les données. J'ai la vue de face et j'ai ici la vue de gauche. La vue de face, toujours là, il est au milieu, il est à l'intersection des deux vues. Donc ça, c'est la vue de face, ça, c'est la vue de gauche. Et la vue de face, si je veux inverser, je la vois de l'autre côté. Je peux considérer ça comme vue de face. Si c'est ça comme vue de face, celle-là sera la vue de droite. Donc la vue de face, je la vois de la partie droite de la vue de gauche. Maintenant, je vais faire la correspondance. Pardon. Je vais faire la correspondance ici, horizontalement, c'est-à-dire entre la vue de face et la vue, et je vais chercher. Voilà, cette forme que j'ai ici, il correspond à ce segment et celui-là. Cette forme-là, il correspond à ce trait interrompu. C'est-à-dire cette rainure, il va de là jusque là. Retenez, il va de là, et après il va de là jusque là. Ce trait, il correspond à cette rainure, à ce point de cette rainure ici. Ce trait-là, il correspond au fond de la rainure. Voilà, maintenant je comprends très bien. Chaque chose à quoi il correspond. Et ce trait, il correspond à cette rainure qui est en bas, cette rainure droite qui est en bas. D'accord? Voilà, maintenant je sais très bien la correspondance entre la vue de face et la vue de gauche. Je passe maintenant, donc je dois combiner la vue de face et la vue de gauche pour obtenir la vue de dessus. La vue de face, pour faire descendre la vue de face, je vais descendre tous les éléments de la vue de face, tous les points. J'ai ce point, celui-là, il est un petit peu confondu avec celui-là, donc je vais mettre un seul. Il y a ce point, il y a ce trait, il y a celui-là, et ainsi de suite. Voilà, j'ai fait descendre tous les points ici de la vue. Et après, je vais faire l'intersection. Cette partie-là, ça va normalement me donner un segment dans ce sens et un segment dans l'autre sens. Donc, la combinaison, ça va donner un carré. Le carré, il est à ce niveau ici. Et puisque la pièce est symétrique, je vais avoir 4 carrés. La pièce, vous voyez qu'elle est symétrique. La vue de face, elle est symétrique, et la vue de gauche aussi, elle est symétrique. Ça veut dire qu'il y a une double symétrie. Donc, si je dessine normalement le 1/4 de la pièce, le reste, je peux le dessiner par symétrie. Maintenant, je passe au deuxième. Le deuxième, c'est cette partie-là. C'est de que l'on une rainure de là jusque là. Ça va donner, voilà, ces deux traits qui arrivent de là jusque là. Je descends et je trace le reste. Voilà, donc cette rainure, donc c'est une rainure qui commence ici et qui se termine là. D'accord? Maintenant, j'arrive à cette rainure. Je vais la descendre et ça va donner deux traits qui vont du bout jusqu'au bout. Bien, il y a cette partie. Vous voyez, il y a cette partie, la rainure, le bas. Ici, j'ai un plan incliné. Le fond de la rainure, il va jusqu'au fond. D'accord? Mais en haut de la rainure, à ce niveau-là, ça ne va pas jusqu'au haut. Ici, j'ai un plan incliné de là jusque là, en intersection avec un autre plan incliné. Et qui va donner, je vais donc joindre ce point avec ce point. Et voilà, je vais joindre ce point, il est représenté par ce point, je vais le joindre à ce point. Et vers les quatre, voilà ce que j'obtiens. Il me reste cette rainure qui est en bas. Voilà, je vais la descendre puisque ça se confond avec ça. Ça va donner, voilà, il est carré comme ça, d'accord? Et puisqu'il y a le plan incliné, cette partie a le plan incliné, d'accord?
Ça c'est le plan incliné, et il y a la partie qui est en bas. La partie qui est en bas va donner deux traits. Ce sont ces deux traits, celui-là, ce trait, et celui-là que je dois encore reporter. Et voilà, j'ai terminé. Bon, vous pouvez refaire et refaire jusqu'à ce que vous arriviez donc à bien assimiler l'approche. Si je regarde la 3D, les quatre carrés que j'ai dessinés en premier, je les vois ici. Je vois ici cette rainure, c'est celle-là, d'accord, que je vois ici. Ce plan incliné, le voilà. Le V que j'ai ici, le voilà. Voici, j'ai un V. Et en bas, j'ai une rainure droite. La même chose ici, voilà, j'ai une rainure droite en bas. Voilà, je passe maintenant à un autre exemple. Ici, je ne peux pas utiliser ni la droite à 45 degrés, ni rien. Ici, c'est l'imagination. Je pense à partir donc des exercices, à certains moments, vous développez votre imagination, parce que le dessin industriel, voilà, il y a une partie qui se travaille directement par les règles, mais à force d'exercer, vous développez votre imagination. Un certain temps, vous allez arriver à imaginer la pièce dans votre tête avant de la dessiner. Ici, je dois un petit peu imaginer et un petit peu interpréter, utiliser les règles. D'accord? Je parle pas de l'imagination, je vais un petit peu vers l'interprétation. Lorsque j'ai une forme comme ça, avec un trait, j'ai un trait au milieu d'un rectangle, ça veut dire ici que j'ai un décalage de plan. D'accord? J'ai un plan en bas, un plan en haut ou l'inverse. Donc j'ai deux plans qui sont décalés dans ce sens. La même chose, en bas, ça veut dire ici que j'ai un décalage de plan. Donc j'ai un décalage de plan dans deux sens, d'accord? Un décalage de plan dans deux sens. Nous avons vu une chose dans la projection orthogonale. Lorsque je trouve la même chose suivant x, suivant y, je dois penser à un trait incliné, un segment incliné. La même chose ici. Donc ce qui me donne un décalage dans les deux sens, ça serait le plan incliné. Je peux avoir un plan incliné. Donc le plan incliné, je peux l'avoir soit dans ce sens, soit dans l'autre sens, soit aussi de l'autre côté, etc. Donc il y a ici quatre solutions que vous pouvez imaginer. Moi j'ai mis une seule. Voilà, si dans ce cas-là, voici la vue de gauche à terminer. Ce qui est demandé, c'est la vue de gauche. De même, pour cet exercice, ça c'est un autre exercice. La même chose, toujours, à chaque fois, lorsque vous avez la même chose, suivant deux plans, il faut penser toujours au plan incliné. Voilà. Plan incliné ici, je vois par la face, je vais voir la face plus, je vois le carré à l'intérieur, je vois par le dessus, la même chose. Et voilà, donc si je mets donc les projections, voilà ce que je trouve sur la vue de gauche. D'accord? Maintenant, on va passer aux surfaces cylindriques. La projection des cylindres. Un cylindre, par la face, je vois ici un cercle, mais pour la vue de gauche et la vue de dessus, moi je vois la même chose. Je vois par le dessus ou bien par le gauche, la surface, c'est une surface de révolution, je vais voir la même chose. Donc les pièces cylindriques, j'aurai besoin généralement seulement de deux vues. Les pièces prismatiques, qui ont des formes de rectangle, triangle, etc., j'aurai besoin de trois vues. Mais pour les pièces cylindriques, généralement, j'aurai besoin que de deux vues. Pour un cylindre creux, voilà, dans un cylindre creux comme ça, bah, j'aurai ici le trait interrompu fin qui représente le cylindre qui est à l'intérieur. Un rectangle de ce côté et un autre rectangle, c'est la même chose. Je passe maintenant aux intersections. L'intersection ici, j'ai deux cylindres de diamètre différents. Voilà donc un grand cylindre traversé par un autre cylindre. Un trou, c'est un cylindre. D'accord? Donc, dans cette vue, regardez, dans cette vue, l'intersection entre les deux, de l'extérieur, j'aurai cet arc, de l'intérieur, j'aurai cet arc.
Mais ici, si je fais la correspondance entre les vues, ici, voilà ce que je vais voir. D'accord? Je vais obtenir un trait. Comment je vais l'obtenir? Je vais l'obtenir juste par la projection. Ben, pour ne pas compliquer, j'ai mis les traits des correspondances entre les vues seulement pour celui-là. Pour celui-là, donc les points, la première des choses, il y a les points extrêmes. Il y a ce point et ce point, donc ce sont les points extrêmes que je peux monter ici à partir de là. Ces deux points donnent les points extrêmes ici, d'accord? Ces deux points-là, ils vont donner, combinés avec ces deux points, ils vont me donner le point extrême en bas. Et après, j'ai pris deux points au milieu qui vont donner ce point et ce point. Et après, je vais tracer l'intersection. Normalement, dans SolidWorks, ou bien dans CATIA, il trace l'intersection, si vous voulez, automatiquement. Mais seulement, pourquoi j'ai dit ça? Parce que de temps en temps, sur des dessins, vous allez rencontrer des formes comme ça. Voilà, ce sont seulement les intersections entre cylindres. Si les diamètres sont égaux, par exemple, j'ai ici pris le diamètre intérieur ici du tube, avec le diamètre que le travers, j'ai pris le même diamètre. Voilà, ça va donner voilà, une partie ici de triangle comme ça. Parce que voilà, ça arrive jusque-là. Et ici, la même chose, ça va arriver jusque-là. Par contre, de l'extérieur, avec le cylindre extérieur, je vais avoir seulement un arc, voilà, ici les points extrêmes. Et voilà, j'arrive à la fin. Vous pouvez donc continuer à faire des exercices. Il y a plein d'exercices sur Internet, ou bien sur YouTube, ou bien sur le livre des sciences et techniques industrielles.